Merci pour ces 3 présentations. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense que finalement, vous avez compris la douleur neuropathique avec une de ses composantes, l'allodynie, même si effectivement l'allodynie existe dans d'autres douleurs. La douleur neuropathique est quelque chose de difficile à diagnostiquer, que ce soit chez les personnes âgées ou même dans le cadre du cancer, où elle peut être souvent masquée dans des douleurs qui sont mixtes. Et ça, c'est une vraie problématique. On s'aperçoit que la douleur de cancer, le soulagement de la douleur du cancer n'a pas tellement, a progressé, mais quand même pas tant que ça. Justement parce que la douleur neuropathique est souvent pas prise en charge. J'aurais une petite question à Florian. Il y a une nouvelle chose quand même qui est la photobiomodulation. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Merci beaucoup. Je crois que vous avez Antoine Lemaire qui commence à se spécialiser dans la photobiomodulation. C'est le laser basse fréquence, la PBM, la photobiomodulation. Effectivement, c'est à la mode, c'est connu depuis quand même assez longtemps. Ça fait partie des référentiels pour les mucites, autant en prévention qu'en curatif. C'est d'ailleurs la seule technique vraiment qui soit reconnue, qui soit recommandée dans ce contexte-là. On l'a découvert dans les neuropathies périphériques il y a quelques années au congrès de l'ASCO avec une petite étude sur 25 patients où on a différentes machines avec différentes têtes. Et il y en a une avec une grosse tête, avec des longueurs d'onde qui passent et qui permettent en fait d'agir sur l'ensemble de la paume. Et sur cette petite étude de 25 patients, qui est une étude pilote, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable amélioration qui était significative malgré ce faible nombre de patients sur la douleur. Donc de là, il y a effectivement une activité. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études randomisées aujourd'hui de large corps qui permettent d'affirmer les choses. Par contre, effectivement, c'est très à la mode et c'est certainement l'avenir. Il faut acheter la machine, c'est minimum 10 000 €. Il peut y avoir un protocole de coopération. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut travailler à plusieurs dessus. Ça soulage les patients assez rapidement. Ensuite, reste à définir le nombre de fréquences, la fréquence des séances, et puis savoir si c'est réellement utile ou pas. Mais effectivement, c'est certainement une des mesures non pharmacologiques, non médicamenteuses intéressantes pour l'avenir. Toujours pas de questions dans la salle ? Bonjour. Pour l'utilisation du Topalgic chez le sujet âgé, je n'ai pas du tout l'expérience, mais je suis parfois amenée à donner des conseils en tant que médecin de la douleur dans le service de néphrologie adulte. Et c'est vrai que le Topalgic, quand les collègues l'utilisent, même un simple Tramadol, tout de suite ils me disent « il perd la tête, ça ne va pas du tout, on ne veut pas de ton médicament ». Alors vous mettez en gouttes, donc vous commencez à combien ? Alors en fait, on a mis en place avec les pharmaciens et avec d'autres médecins, notamment on a travaillé avec des médecins du CHU de Caen, je crois. On a mis en place un protocole qui tient compte du poids du patient et de sa fonction rénale. Et à partir du moment où on a un poids et une fonction rénale qui est donnée, on regarde ce tableau et on regarde à quelle dose on peut initier en fait le tramadol en gouttes, où je vous le répète, une goutte égale 2,5 mg, ce qui permet en fait de titrer le patient et d'avoir des doses nettement inférieures aux doses fixes qui sont disponibles, où je n'atteins moi jamais les 50 mg d'un seul tramadol qui est donné à la fois alors que je n'ai même pas 50 mg par jour. Je l'associe volontiers au paracétamol, bien entendu, mais je commence à 4 gouttes, par exemple, 5 gouttes maximum 3 fois par jour. Et ça fait vraiment la différence, sans qu'on ait autant de troubles cognitifs ou de problèmes digestifs, je dirais, comme on les a avec des doses fixes qui sont trop fortement dosées. Parce que même avec, je les nomme le Zaldiar et l'Exprime, vous êtes déjà à 37,5 37,5 mg de tramadol. Or, quand vous êtes à 5 gouttes de tramadol, vous êtes à 12,5 mg. Et on a une efficacité chez ces patients âgés, mais il faut dire aussi que ces patients ont un seuil de réactivité cérébrale qui est abaissé, avec des cerveaux fragilisés. Et donc, quelque part, je sais qu'avec ces doses, même si elles vous semblent, faibles, les patients, en tout cas,
sentent tout à fait la différence. Et je viens de finir une étude sur le devenir des opiacés de niveau 2 qui sont administrés en sortie d'hospitalisation pour ces patients qui ont des douleurs chroniques et pour lesquels on maintient ce type de médicaments. Les médecins généralistes ne les arrêtent pas, parce qu'il n'y a pas de problème iatrogène à domicile. Ils peuvent être maintenus, voire progressivement diminués. Ça a fait l'objet d'une thèse là, qui va bientôt être présentée dans une semaine. Voilà. Et ce tableau, on le trouve où? Votre tableau, là? Alors, je crois qu'il avait été présenté à la SFETD en poster. Et ensuite, vous pouvez écrire au CLUD du CHU de Nice et on se fera un plaisir de vous le renvoyer avec un protocole qui a été validé au CLUD en multidisciplinaire. Voilà, et avec l'aide des pharmaciens. Merci. Merci beaucoup. Autre question. Dans les douleurs neuropathiques post-chimio, est-ce que le fait de faire la chimiothérapie avec les mains et les pieds dans des glaçons en fait froids, est-ce que ça a une incidence sur la douleur neuropathique ou pas? Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui est super intéressante, sur laquelle il n'y a pas encore de conclusion. C'est le cas notamment avec l'oxaliplatine. On avait fait une étude sur les toxicités inguales et cutanées avec les gants réfrigérants et les chaussettes réfrigérantes, qui avait montré une efficacité sur les mains et les pieds. Avec l'oxaliplatine, ce sont les Japonais ou Chinois, je ne sais plus. Les Japonais ou les Chinois qui se sont intéressés à la question en disant mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant sur les neuropathies? L'idée, c'est d'appliquer du froid pendant un traitement par oxaliplatine. Ça te semble totalement délirant puisque justement, c'est l'un des facteurs déclenchants. Et en fait, il y a une ou deux études qui ont été réalisées qui montrent qu'effectivement, il semble qu'il y ait un bénéfice. Non, pour autant, maintenant, c'est pas encore dans les recos non plus. Mais il semble qu'il y ait un intérêt. Faites attention avec les patients sous oxaliplatine, c'est sous oxaliplatine, parce que il faut pas qu'il y ait au contraire une décharge électrique. Et Florian, l'idée ce serait qu'au moment de la chimiothérapie, on réduise le réseau vasculaire disponible, avec la même idée que les casques réfrigérants pour la... Complètement. Oui, effectivement. L'idée, c'est une vasoconstriction périphérique qui permet du même coup de limiter le temps de passage, le temps de contact entre la chimiothérapie et les tissus, et du même coup limiter la toxicité. Tout à fait. Alors, je voulais juste en profiter pour passer un court message. Françoise vous a parlé de données que le CLUD pouvait éventuellement transmettre. Si vous faites partie de CLUD et que vous avez des choses intéressantes à transmettre à d'autres professionnels de la douleur, n'oubliez pas que le CNRD peut servir de plateforme. On est là pour ça. C'est votre outil à vous aussi. Merci. Juste une question. Oui, pour l'acupuncture, vous faites des protocoles préventifs et ensuite des protocoles curatifs, comme le protocole de Philippe Janin. Philippe Janin travaille très bien et soulage beaucoup de patients. Soit je vous parle côté praticien du quotidien qui essaie de soulager les patients, effectivement il faut trouver toutes les solutions pour les soulager, soit je vous parle côté scientifique avec des références et des recommandations et des niveaux de preuve, et là c'est beaucoup plus difficile de confirmer les choses. Oui, en sachant qu'il y a quand même des publications internationales à ce sujet qui ne sont pas le protocole de Philippe Janin. Il y a plein de publications. Après, il faut rentrer dans le détail de la méthodologie. Absolument. Et malheureusement, souvent, la méthodologie peut être critiquable. C'est pour ça que avec les pratiques complémentaires, il faut être extrêmement vigilant sur le sevrage systématique. Au contraire, la valorisation extrême en disant c'est fantastique, il n'y a que ça qui fonctionne. Je crois que dans le domaine préventif, effectivement, Philippe Janin travaille assez bien avec ses patients. On a plusieurs en commun. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il faut être vigilant aux praticiens vers lesquels les patients sont adressés. Et ensuite, j'ai oublié ce que je voulais vous dire, mais globalement, on a quand même du mal à avoir une méthodologie qui soit bien faite et qui dise qu'il y a une référence, une recommandation d'utilisation de ces pratiques. C'est toujours le même contexte. Ma question, c'était surtout, est-ce que vous le faites en prophylactique? Non, encore une fois, j'ai plusieurs patients qui spontanément vont voir, notamment Philippe Janin, dans préventif, où il agit également sur d'autres symptômes de problèmes d'intolérance, comme les nausées, les vomissements, comme les troubles digestifs.
Bon, très bien. Après, en curatif, là, il y a un intérêt qui est vrai. Sur le préventif, j'en sais rien parce que les patients ne vont pas l'avoir. Est-ce que c'est un effet purement placebo? Est-ce que ce sont des patients qui n'étaient pas à risque de développer finalement la toxicité? C'est extrêmement, faut être extrêmement prudent. Donc peut-être de beaux travaux en perspective. Non. Merci, ça c'est effectivement la réaction qu'il fallait avoir. J'arrête. Il faut effectivement développer des travaux, mais c'est difficile. L'auriculothérapie, l'acupuncture, l'auriculothérapie dans les bouffées de chaleur, on a déposé 3 fois un PHRC. Les 3 fois, on s'est fait bouler pour des raisons qui étaient toutes plus valables les unes que les autres. C'est difficile de trouver des financements, mais effectivement, si on peut avoir des financements, il faut y aller. Oui, juste une question sur la prégabaline. On voit quand même de plus en plus de papiers d'alerte sur le risque addictif du Lyrica. Et comment vous, en clinique, vous vous débrouillez avec tout ça? Effectivement, la prégabaline est passée en 2e indication dans les recommandations de la douleur neuropathique. Moi, je ne sais pas si tu en vois beaucoup en cancérologie. Je sais que c'est une question. Merci. Alors, ok, oui, les addictions avec la prégabaline, c'est en deuxième position. On l'utilise assez régulièrement, assez facilement. Maintenant, il y a addiction à partir du moment aussi où le patient n'est pas soulagé. Et souvent, avec les neuropathies chimio-induites, malheureusement, on n'a pas de soulagement parce que le traitement n'est pas suffisamment efficace. Et donc, on est dans une course-poursuite entre le soulagement et finalement le patient qui devient addict à son traitement parce qu'il n'est pas soulagé. Donc, l'idée, c'est encore une fois, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, notamment en gériatrie, c'est faire valoir cette notion de soins de support, d'accès pluridisciplinaire vers la souffrance du patient, de façon à ce qu'on puisse l'accompagner et qu'on évite effectivement de tomber dans l'ultra pharmacopée qui fait que le patient à un moment donné va faire des addictions parce que finalement il n'est pas soulagé. Encore quelques questions? Alors, un autre commentaire, parce qu'il y a quelque chose que vous avez dit, Dr Caprice, qui était très intéressant, je trouve. C'est que, certes, chez toute personne, le DN4, le dépistage de la douleur neuropathique peut être aidé par certains questionnaires, mais qu'un questionnaire négatif, finalement, notamment chez la personne non communicante ou ayant des difficultés de communication, ça peut être aussi simplement quelqu'un qui ne parle pas français, un DN4 négatif ne doit pas, si on a un contexte, un signe, même aussi infime soit-il, de modification de comportement qui peut évoquer une douleur, je pense qu'on doit penser à douleur neuropathique et mettre en place une prise en charge qui sera globale. Je veux dire, c'est important parce que parfois on est appelé en disant... Enfin, même chez quelqu'un qui est amputé, on nous dit « Ah ouais, mais non, le DN4, il est négatif. » Alors là, ça, vous ne pouvez pas parler de douleur neuropathique. Je crois que c'est vraiment important, c'est de la responsabilité de tous de se dire si il y a probablement une douleur à caractéristique neuropathique et mettre en place le traitement qui nous paraît justifié. J'aimerais un autre petit commentaire avant de passer, et ça sera peut-être la transition avec... la séance suivante, c'est que plus que de l'information, je pense, probablement dans la douleur, on ne fait pas assez d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire de travailler avec le patient et non pas autour, peut-être, parce que ça peut l'énerver un peu, mais avec de l'éducation thérapeutique qui est au-delà d'une information. Mais c'est pour passer sur la séance potentiellement suivante. Alors là, on a une question, c'est cannabis thérapeutique dans la douleur neuropathique. Le cannabis thérapeutique. C'est en cours d'évaluation. Voilà, donc c'est actuellement en cours d'évaluation. Qui est-ce qui veut prendre la parole, Florian? Elisabeth? Effectivement, il y a une expérimentation nationale, c'est plutôt sur la faisabilité des circuits, sur l'utilisation du cannabis médical. Il y a dans les soins de support, il y a dans la maladie cancéreuse, il y a dans la douleur neuropathique. On est tous un peu...
on en fait partie des centres experts. Moi, personnellement, j'interviens plutôt chez les patients qui ont des douleurs neuropathiques un peu standards, mais il y a de tout, mais bon. Et j'avoue que je suis assez épatée, parce que pour l'instant, tous les patients que j'ai rentrés dans cette expérimentation, ils sont ravis. Alors, effectivement, les études sur douleurs neuropathiques et cannabis, il y a de tout, et on a l'impression que c'est plutôt une efficacité qui est à peine plus élevée que le paracétamol, mais sur d'autres, en cas d'échec, hein, donc des traitements. Donc, on était un peu mitigés un peu des a priori un peu mitigés, mais je crois que fondamentalement, ça joue tellement sur la part anxieuse, émotionnelle de la douleur neuropathique ou douleur d'une manière générale, que les patients sont ravis et ont beaucoup moins mal. Ce n'est qu'une infime, hein, on est au début. Alors le petit mot du CNRD sur la question, vous avez un dossier documentaire complet, extrêmement riche sur le site de l'ANSM, n'hésitez pas à aller le consulter. Effectivement, c'est en cours d'évaluation et je crois qu'il faut. Il y a un book avec 2000 pages d'études qui existent sur tout un tas de symptômes. En soins de support, je pense qu'il ne faut pas se ménager d'avoir des ressources thérapeutiques, quelles qu'elles soient, et de les évaluer correctement. Là, effectivement, en ce moment, c'est une étude de faisabilité. C'est plus ou moins facile. Il y a 2 jours de formation hein, pour le cannabis. Non, c'est pas. Ouais, enfin. Ce qu'on a eu comme proposition, c'était toute la journée, c'était infernal. Mais après, effectivement, on est en France, tout est compliqué, tout se complexifie à fond. C'est certainement une thérapeutique qui est effectivement intéressante, qui, dans le monde entier, commence à être bien à rentrer dans certaines pratiques. Ensuite, je crois que c'est comme tout, il faut évaluer encore une fois le patient qui est en face de nous. Il y a des patients qui vont probablement être réceptifs, d'autres qui ne vont pas du tout être réceptifs. Il faut faire attention aux messages de la société civile qui sont derrière. Il y a vraiment toute la question cannabis thérapeutique, cannabis récréatif. Bon, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est certainement une voie qui est très intéressante. En tout cas, quand on lit les études, il y a quelque chose qui se passe. Mais là encore, comme pour l'acupuncture, il y a des niveaux de preuve qui souvent font défaut, qui font qu'il y a beaucoup de critiques. Et sur l'acceptabilité sociale de la méthode, vous avez un topo qui a été présenté à la journée du CNRD il y a 2 ans, de 2 étudiantes en philosophie que vous pouvez retrouver la vidéo, qui avait très bien expliqué justement le caractère, on va dire, difficile de faire admettre la méthode vis-à-vis des contraintes sociales et les différentes représentations et des patients et des professionnels. Il ne faut pas oublier, alors tu parlais des patients qui sont réfractaires à tous les traitements, ce sont les patients qui sont perdus, qui cherchent vraiment des solutions. Et effectivement, si on a des solutions à proposer, je crois qu'il faut à un moment donné essayer de les trouver. Et juste pour rebondir sur la première question, on est bien d'accord. Alors, la notion d'éducation thérapeutique, si on passe par les programmes d'ETP, sont peut-être moins à la mode aujourd'hui parce que finalement, c'est très lourd pour un financement qui reste modeste par rapport à l'investissement qu'il y a. Mais l'éducation thérapeutique au sens noble du terme, qui est faire participer le patient, aux décisions qui sont faites, la notion de décision partagée, ce que les Américains appellent le shared decision making, et le fait de pouvoir avoir cette orientation centrée autour du patient, ce qu'ils appellent le patient-centered care, ça c'est vraiment effectivement l'avenir. C'est prendre en compte le patient et prendre en compte les proches qui sont avec lui. Bon, je crois qu'on aura compris le message. Non, mais parce que je pense que c'est important. Bien sûr, tu as raison, c'est très américain, mais je pense que vraiment, chez le patient douloureux chronique, alors là, je suis plus large, hein, parce que c'est pas que le patient puisse comprendre, discuter avec ses pairs, comprendre qu'est-ce que c'est la douleur, comment ça se passe, se connaître, mieux se connaître, comprendre comment il peut intervenir, il n'y a pas photo, quoi. Bon, on va peut-être clore là cette session. Alors, il y a juste quelqu'un qui nous a envoyé un message en nous disant, après le passage de Françoise, la vieillesse a mal. Voilà. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est toujours plus à l'aise, vous l'avez entendu, sur des patients qui arrivent à exprimer leur douleur. Là, ils ne dépendent que de votre volonté à vous de dépister la douleur, parce qu'ils ne savent pas exprimer
comme on le voit dans les autres spécialités. Et donc, ils sont vraiment dépendants de la volonté avec laquelle vous voulez travailler avec eux. Merci.